Bien, écoutez, il est 19h, donc on va commencer ce live. Donc le but, c'est de vous préparer au final à l'UE5 MSI du DCG, du DSCG. Donc moi, je m'appelle Frédéric Boran. Je suis enseignant en DCG, en DSCG à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Donc on va travailler comme l'ont fait mes collègues. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vais vous rappeler comment se déroule l'épreuve physiquement. Ensuite, je vous donnerai des conseils que j'ai sûrement maintes fois et maintes fois répétés dans mes vidéos. Ensuite, je vous présenterai les différents éléments du programme qui me paraissent fondamentaux, sur lesquels les impasses sont strictement interdites. Si vous avez des questions au fur et à mesure, j'y répondrai. Et évidemment, tout à la fin, il y a toute une plage de temps qui sera dédiée à vos questions. Alors, allons-y. La durée de l'épreuve, donc c'est une épreuve qui dure 3 heures. Traditionnellement, vous aurez 3 dossiers à traiter, avec traditionnellement 3 questions par dossier. Parfois, vous verrez, il y a des dossiers où il y a 4 questions. J'ai jamais vu, je crois, des questions avec des dossiers avec 2 questions, ou alors il y a 2 questions, mais un petit A et un petit B, donc ça revient à 3 questions. Parfois 4. Tous les dossiers, tout le questionnement sur les dossiers tiennent sur une page, donc vous voyez que c'est très dense. Et ensuite, vous avez une base documentaire qui fait à peu près 4 pages et qui tourne autour de 5 annexes approximativement. Voilà, donc vous voyez que c'est en fait un sujet qui tient, si vous regardez, sur 5 pages, donc hyper dense. Il n'y a pas beaucoup de documents, donc il faut vraiment les exploiter à fond. Euh, Et si vous regardez, il y a à peu près 3 fois 3 9 questions. Donc, on va dire qu'il y a une dizaine de questions. Donc, vous êtes comptable, hein, donc vous avez déjà fait le prorata dans votre tête. Ça veut dire qu'il y a à peu près 2 points par question. Donc, il n'y a pas de questions qui sont, on va dire, sur 5 points, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de grosses questions, mais il n'y a pas de petites questions. Donc, il n'y a aucune question, en fait, à négliger. Alors, les conseils, et après, on passera à la méthodo, en fait, sur les différents points. Pour avoir regardé un peu les lives de mes collègues, je vous dirai la même chose qu'eux. Répondez à toutes les questions. Ce que je dis à mes élèves, hein, je vous interdis de ne pas répondre. Je vous ai dit tout à l'heure que les questions étaient à peu près à chaque fois sur 2 points. Donc, vous savez très bien que si vous ne répondez pas à une question, bah, on ne peut pas vous mettre des points. Donc, vous savez d'entrée de jeu que si vous appelez une question, vous avez 0 sur 2. Ça, vous le savez, c'est acquis. Il faut savoir que lorsqu'on corrige dans les consignes officielles, on a toujours dans les corrigés, bon, on a un corrigé officiel, hein, sur lequel on s'appuie, mais il y a toujours une phrase en général, quand il y a beaucoup de solutions possibles, que l'on valorisera toute réponse cohérente. On va dire que c'est à peu près écrit comme ça. Ça veut dire quoi? Que si votre réponse, elle n'est pas forcément dans les réponses attendues, mais qu'elle nous paraît cohérente et tout à fait valable, vous aurez les points. Donc ça amène 2 remarques, hein. Une fois que votre épreuve sera passée, vous allez faire comme beaucoup de gens, vous jeter sur les corrigés. Méfiez-vous, ce ne sont que des éléments de corrigés. Vos réponses à vous sont peut-être tout aussi valables que celles du corrigé. Mais je répète, répondez à toutes les questions. Là, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je ne comprends pas trop la question. À la limite, vous pouvez dire, j'y reviendrai à la fin, d'accord. Mais revenez-y et répondez quelque chose. Dans les questions, il y a toujours un ou deux mots-clés sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour répondre. D'accord? Il n'y a jamais de grosses de choses totalement aberrantes. Vous pouvez toujours apporter une réponse. Elle sera peut-être incomplète, ça, c'est pas grave. Le but, hein, c'est pas de faire plaisir au correcteur, c'est d'aller chercher la moyenne et au-delà. Donc ça, c'est hyper important. Répondez à toutes les questions. Tentez, qu'est-ce que vous avez à perdre? Au pire, vous aurez la même chose que si vous n'avez rien fait. Les questions du DSCG ont un petit peu évolué au fil des années, en bien pour vous, hein, je vous le dis. Maintenant, ce qui est important, c'est que la plupart du temps, on vous dit, après avoir défini ce qu'est voilà, tel concept,
expliquer comment dans le cas présent, etc. Parfois, par contre, on ne vous demande pas d'expliquer les termes. Faites-le. C'est la première chose que vous devez faire avant de répondre à la question. Par exemple, en 2022, ça devait être dans le dossier 3, il y avait marqué dans le cadre du RGPD, virgule, est-ce que le DPO doit, je ne sais plus trop quoi. D'accord? Donc la première chose à faire avant de dire oui, non et pourquoi, euh, ça va être de définir, de rappeler ce que c'est que le RGPD. Alors, ne faites pas une dissertation complète sur le RGPD, hein. Vous dites RGPD, ça veut dire ça. En gros, son principe, c'est ça. Euh, le DPO, DPO, ça veut dire ça. Son rôle, c'est ça. Voilà. Et à partir de là, vous pouvez bâtir votre réponse. Vous êtes à bac+5, donc évidemment, les réponses oui, non, et puis on passe à la question suivante. C'est totalement proscrit, bien évidemment. Voilà, mais prenez le temps de définir les termes de la question si ça ne vous est pas demandé. Troisième point, sur lequel j'ai insisté aussi, souligner les éléments clés de votre réponse. Alors, le meilleur moyen que j'ai pour vous prouver l'efficacité de ça, c'est de vous demander en fait comment vous avez regardé la diapo précédente. Je suis pratiquement certain que votre œil, même inconsciemment, vous avez été voir répondre, définir les termes, souligner les éléments clés, réponse structurée. C'est la première chose que vous avez lue. Bon, et après, bon, vous êtes revenu à la première ligne et vous avez lu les trucs. Un correcteur, il a la même réaction que vous quand il voit en fait une réponse. La première chose qu'il va faire, techniquement, si vous avez souligné quelques mots, alors si vous avez trop souligné, ça ne veut rien dire, mais si vous avez souligné quelques mots dans votre réponse, son regard va être attiré par ce que vous avez souligné. Et ça, c'est important parce que là, on attaque un peu l'inconscient, si vous voulez, du correcteur. Si ces mots-clés sont déjà à peu près les mots attendus, psychologiquement, dans sa tête, si la question est sur deux, vous avez déjà, on va dire, je vais être gentil, vous avez déjà un point. Et après, il va aller voir s'il valorise à 1,5 ou à 2, c'est-à-dire si vous avez bien expliqué, bien, si votre réponse est complète, etc. Mais d'entrée de jeu, vous le mettez dans une super disposition. D'accord? À l'inverse, et ça c'est dangereux pour vous, si vous avez fait une réponse, on va dire, hyper détaillée, très littéraire, avec aucun élément de souligné, ça, généralement, c'est pas forcément bon. Parce que le jury se dit, bah, l'examinateur se dit, il va falloir que je lise tout, d'accord? Donc il va tout lire. Il peut éventuellement zapper des informations si votre écriture n'est pas terrible, par exemple, ou si vous avez fait aucun alinéa, rien, c'est vraiment, vous savez, les blocs un peu comme une dissertation, quoi. Et là, c'est dangereux parce que on essaye de corriger bien, mais on arrive des fois à corriger vite. Donc on peut oublier, on peut ne pas voir en fait un mot ou une explication, ne pas la comprendre parce que c'est fouillé, etc. Et parfois, on n'a pas envie de faire l'effort. Voilà. Et donc vous allez perdre des points ou ne pas être valorisé au maximum, tout simplement parce que votre pensée n'a pas été mise en avant. D'accord? Donc ça, souligner les éléments clés, c'est super important. C'est un détail, mais vous mettez vraiment votre examinateur dans de super dispositions. Attention, en informatique, on va dire en MSI plutôt, on a une philosophie qui est un peu différente de certaines épreuves. Euh, Globalement, on aime bien les réponses claires, nettes, structurées, et on ne vous demande pas forcément des grandes dissertations avec intro, développement, conclusion. Ce que j'ai mis entre parenthèses, là, c'est qu'une bonne énumération vaut souvent mieux qu'une dissertation qui va être fouillée et totalement illisible. En 2022, toujours pareil, il y avait une question énoncée au minimum 4 typologies, etc. Là, la question, elle est claire. On veut 4 éléments. Ne faites pas, comme certains candidats le font, faire une réponse totalement linéaire, une page entière de rédiger, où de temps en temps, il y a, et donc la seconde typologie, ça peut être, et puis il faut aller 10 lignes plus loin, au milieu de page, au milieu de phrase, pour trouver, et pour la troisième typologie, on peut, etc. On préfère largement quelqu'un qui a mis 4 alinéas, typologie 1, boum, c'est ça, et voilà comment elle fonctionne, typologie 2, etc. C'est ça qu'on attend de vous, d'accord? Si on veut une disserte, si on veut des grandes explications, on vous les demandera, vous inquiétez pas.
On vous dira présenter une courte note, présenter une note, décrivez de façon détaillée, etc. Voilà, là, OK. Euh, si vous avez par exemple des questions de type avantage-inconvénient, vous êtes parfois autorisé, pour voir en fait la longueur de vos réponses, à faire un tableau, d'accord? Avec une colonne avantage, une colonne inconvénient. Si vos arguments sont détaillés, c'est tout à fait valable. Alors forcément, ne tombez pas dans l'excès inverse d'un style totalement télégraphique, où en fait, dans les avantages, il y a 3 points, il y a 3 mots, et puis dans les inconvénients, il y a 3 points, il y a 3 mots. D'accord? Ça, c'est pas le truc. Hein. D'accord? Voilà, donc c'est injuste. Pour ça que les tableaux, moi, je suis pas forcément fan parce que vous manquez de place. Je préfère partir sur des énumérations, avantages, vos énumérations, inconvénients, vos énumérations. C'est beaucoup plus aéré et plus sympa en fait pour nous, correcteurs à lire. Euh, Là aussi où les questions ont beaucoup évolué, et ça c'est vraiment un bien pour vous, c'est qu'on vous dit maintenant ce qu'on attend de vous. Je m'explique. Il y a eu une période où on vous disait, par exemple, donner les avantages et les inconvénients de. Voilà. Mais on ne savait pas, en fait, on ne vous disait pas combien d'avantages et combien d'inconvénients on attendait. Là, par exemple, il y a marqué énoncé au minimum 4 typologies. Bon, le au minimum est surprenant, hein, je vous le dis. Donc là, vous pouvez en faire 4 ou 5, quoi, en gros. Mais on vous aurait énoncé, à une époque, il aurait été écrit énoncer les typologies. Et nous, en tant que correcteur, on nous aurait dit, ben voilà, il en faut au minimum 3. D'accord? Mais vous, en tant que candidat, ben, vous ne savez pas s'il en faut 2, 3, 4, 5. Vous n'en savez rien. Ça a évolué. Donc, normalement, on vous dit combien d'éléments on veut. Si ce n'est pas écrit, l'usage veut que ça soit 3. Avec 3, vous ne pouvez pas beaucoup vous tromper. D'accord? 2, généralement, c'est trop court. Bon, là, il y a 4 typologies parce que c'est des choses assez courtes. Euh, voilà. Si vous n'avez pas la précision, mettez-en 3. Vous serez pratiquement certain d'être dans les clous en fait, des attentes. Alors, petit point qui va vous arriver. Pourquoi? Parce que ça arrive à chaque fois. C'est une question qui vous paraît sortie de nulle part. D'accord? Alors, ça peut être carrément tout un dossier, comme cette année, hein, il y a tout un dossier sur le workflow, euh, qui a un peu déstabilisé les candidats, forcément. Parfois, c'est une question. Même nous, en tant qu'examinateurs, on se demande, en fait, qu'est-ce que ça vient faire là? Il y a eu, par exemple, vraiment une demande de diagramme Ishikawa, par exemple. Là, on s'est un peu tous regardés, parce que, bon, c'est du mana, je suis d'accord. Mais en MSI, a priori, c'est pas forcément ce qui est attendu. Donc, la première règle dans ces cas-là, c'est ne paniquez pas. Tout simplement parce que c'est une question qui est surtout là pour vous faire réfléchir et qui, au final, est souvent la plus facile. Mais elle est tellement déstabilisante que vous aurez tendance, en fait, à y aller à reculons et de pas la faire. D'accord? Euh, Prenez le temps, lisez-la correctement, vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Cette année, par exemple, il y avait aussi une question un peu surprenante sur un problème d'architecture, euh, architecture logicielle, mais qui, au final, avec un minimum de connaissances, mais je dis vraiment un minimum, quoi, et un minimum de bon sens, était très facilement abordable. Hein, typiquement, on vous disait, voilà, il y a un serveur à Paris, il y a un serveur à Marseille, euh, les gens de Marseille veulent arrêter l'activité, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut pas, voilà, si vous êtes un peu de bon sens, bah, bon, vous enlevez le serveur de Marseille et puis vous gardez celui de Paris, quoi. D'accord? Je plaisante à peine là, hein, c'était vraiment de ce niveau-là. Alors, bon, c'était dit un peu mieux, le cas était un peu plus compliqué que ça, si vous voulez, mais ça revenait à ça. Et ça déstabilisait les gens alors que c'était hyper simple. Voilà. Donc, s'il y a un dossier qui vous paraît surprenant ou une question un peu bizarre, prenez le temps et vous allez voir, elle est beaucoup plus facile que ce que vous ne pensez. Bien, voilà, j'ai terminé sur tous les conseils que je voulais vous donner. Conseils normalement qui ne sont pas des nouveautés, hein, mais qui sont vraiment à prendre en compte si vous voulez maximiser vos points. Hein, le but, c'est de maximiser les points, de toute façon, c'est pas autrement. Globalement, c'est une UE qui est considérée comme facile, à tort. Euh, c'est souvent, en fait, une épreuve où il est facile d'avoir à peu près 12-13. D'accord? Bon, les 16-17, hein, c'est comme dans toutes les épreuves de DSCG, il faut aller les chercher.
Mais les très mauvaises notes, c'est vraiment les candidats qui n'ont rien fait en fait. D'accord? Voilà. Si vous avez travaillé, normalement, il ne peut pas vous arriver grand-chose. Plus vous aurez compris, etc. Vous pourrez aller loin. Alors, on va reprendre les différents thèmes de votre programme et je vais vous dire ce qui est, à mon sens, euh, totalement obligatoire de maîtriser. Le thème le plus transversal qui est, hein, c'est le premier, sur la gouvernance des systèmes d'information. Euh, Parfois, il y a, voire même chaque année, il y a une des trois définitions qui tombe. Hein, définir le terme de gouvernance ou en gouvernance des SI, définir le terme d'alignement stratégique, qu'est-ce qu'un schéma directeur ou définir le schéma directeur. Voilà, ça, c'est trois points clés, si vous voulez, sur lesquels vous ne devez pas faire l'impasse. Ça, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes, qui ne sont pas compliquées, hein, ces trois définitions à connaître. Euh, la gouvernance, si vous voulez, c'est le thème le plus haut, hein, le plus englobant de toute votre épreuve. Donc, c'est souvent comme ça qu'on commence un dossier. Il y a des dossiers, certaines années, qui ont été full gouvernance. Bon, là, c'est souvent des dossiers qui ne sont pas très compliqués, qui sont des fois un peu pénibles, au sens où il faut beaucoup écrire. Il n'y a pas de réponse toute faite, si vous voulez. Il y a pas une seule bonne réponse. D'accord? Il n'y a pas qu'une seule méthode, hein. Vous pouvez imaginer plein de choses. Voilà, il faut surtout être logique, cohérent et essayer de vous placer vraiment comme un DSI, c'est-à-dire le directeur des systèmes d'information. Vous voyez, c'est avoir cette vue-là, une vue vraiment de haut, de très très haut, pour pouvoir répondre correctement à la question. Avec ce thème, on aborde aussi les deux points clés qu'on retrouve dans l'architecture, hein. Donc, j'en reparlerai dans l'archi. Tout ce qui est urbanisation et SOA. Ça, c'est fondamental, notamment le SOA, bon, puis du coup, l'urbanisation, hein, qui est plus une méthode, hein. Le SOA, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Euh, vous avez vu à quoi ça sert, vous avez vu tous ses avantages. Alors, c'est pareil, il y a rarement une question, qu'est-ce que le SOA? Donc ça ne vous arrivera pas. Mais on peut vous dire, c'est très souvent des questions du style, voilà, l'informatisation de la société X s'est faite au fil du temps. Les applicatifs ont été achetés et mis en place au fil du temps. Et puis maintenant, voilà, ça commence à poser des problèmes. À votre avis, quels sont-ils, pardon, et qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont-ils? C'est le problème d'interopérabilité, hein. Ça, c'est un des points essentiels en informatique. Euh, C'est-à-dire, en fait, comment on fait communiquer tout ce petit monde-là. Plus vous avez de couches applicatives ou de logiciels différents, plus la communication est difficile. Et donc, le SOA va venir en fait résoudre ce problème-là, va résoudre le problème des mises à jour, va résoudre le problème de l'adaptabilité, il résout énormément de problèmes. D'accord? C'est super important. Évidemment, on parle de gouvernance des systèmes d'information, donc la direction qui va être impliquée dans cette gouvernance, c'est la DSI. Donc, il faut savoir ce que c'est qu'une DSI, comment ça fonctionne. Alors, comment ça fonctionne? Chaque grosse organisation a sa DSI, son mode de fonctionnement. Mais globalement, une DSI, hein, il y a un directeur et derrière, il y a deux services. Il y a un service, on va dire, infrastructure, réseau, hein, qui gère le réseau, et un service applicatif qui gère tous les applicatifs, les couches applicatives, etc. Voilà, c'est ça une DSI. Euh, bon, et je vous dis, hein, selon les organisations, ça peut être un peu plus compliqué que ça. Son schéma directeur, donc, il va venir en appui de la gouvernance des systèmes d'information. Schéma directeur, je vous rappelle, c'est souvent du long terme, hein. On ne fait pas un schéma directeur pour les 6 mois à venir. On fait souvent un schéma directeur sur les 5 ans, voire plus. Et en fait, après, la difficulté, en fait, c'est est-ce que le schéma s'adapte à la gouvernance ou est-ce que les deux vont ensemble? Pourquoi est-ce que des fois, il y a des schémas directeurs qui sont en conflit avec la gouvernance, etc. Globalement, évidemment, le schéma directeur, il est en plein accord et il s'aligne stratégiquement avec la gouvernance de l'entreprise. Voilà, ça, c'est toute la gouvernance, si vous voulez, d'accord? C'est pas super compliqué comme partie, mais il faut vraiment avoir cette vision de la hauteur. Ouais, d'accord? C'est une vue globale, hyper transversale,
contrairement à, pour parler l'architecture qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper transversal, hyper haut, et que vous devez comprendre. Une partie qui est un peu plus concrète, c'est la gestion de projet. Je vais commencer par la problématique de l'ordonnancement. Alors pourquoi je parle de problématique? Tout simplement parce qu'il y a eu 3 années de suite, je crois, où l'ordonnancement en tant que méthode, en tant qu'outil, est apparu. Donc là, pareil, ça a surpris beaucoup de monde parce que l'ordonnancement, vous en faites dans d'autres matières, heureusement d'ailleurs. Mais la première année où on a demandé c'était un PERT MPM, je crois, bah forcément, ça a surpris. Bon, en gros, c'était toujours, il y avait un ordonnancement et puis derrière, il y avait un chemin critique. Et puis, il fallait trouver la durée du projet. Quelque chose d'hyper classique hein, quand on fait de l'ordonnancement. Mais voilà, ça a surpris. L'année suivante, il n'y avait eu qu'un Gantt et toujours des questions. Et la troisième année, mais il y avait un Gantt, mais sur, je crois, avec 5 tâches. Donc, c'était hyper facile. Depuis, on n'en parle plus. Ce qui est un peu surprenant, à mon sens, entraînez-vous au moins à faire un Gantt. Bon, PERT MPM, c'est un peu plus compliqué. Si vous avez des facilités avec le PERT, bah, entraînez-vous sur le PERT. Si c'est le MPM, entraînez-vous sur le MPM. Il faut avoir compris évidemment la finalité hein, d'un graphe comme ça. C'est surtout de trouver le chemin critique. Le chemin critique étant évidemment la liste des tâches sur lesquelles aucun retard n'est autorisé. Parce que si vous avez un retard sur une des tâches, bah, c'est tout le projet qui en pâtit. Voilà, après, il y a souvent, il y a toujours 2 questions en fait, hein, c'est sur le chemin critique. Si on vous dit on vous donne une tâche qui est hors chemin critique, qui a une marge par exemple de 10 jours, puis on vous dit voilà, elle prend un retard de 3, bon ben voilà, il n'y a aucune conséquence. Et puis après, ben, on vous dit voilà, il y a une tâche sur le chemin critique, il y a une tâche machin, vous apercevez qu'elle est sur le chemin critique, elle prend 3 jours de retard, ou 3 mois comme vous voulez, ben, donc ça veut dire que globalement, le projet aura autant de retard. Ensuite, maîtriser les différentes composantes d'un projet ou les différentes parties, si vous voulez, d'un projet. Donc le MOA, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, pardon, le maître d'ouvrage, c'est-à-dire le demandeur, le MOE, c'est-à-dire le maître d'œuvre, le copil est super important dans un projet, tout simplement parce que c'est dans le copil où vous allez avoir les gens de terrain, et notamment éventuellement les key users. Hein, les key users, je vous rappelle, c'est des gens sur lesquels, qui vont être formés un peu plus que les autres et qui vont être dans le copil et qui vont faire le lien après, si vous voulez, entre la direction et puis les gens de terrain. Le comité directeur, donc ça, là, attention, évidemment, le découpage que je vous donne là, c'est pour les très très gros projets. Hein. Quand il y a un comité directeur, ça veut dire qu'il y a des directions qui sont dedans. Donc il y a tous les directeurs engagés. Donc voilà, si c'est une PME, généralement, ça, il n'y a pas. Et enfin, le chef de projet, CP, hein, qui gère en fait la partie infra ou la partie applicative. Voilà, c'est à mon sens les 5 composantes. Sachez globalement ce qu'elles font, quels sont leurs rôles, et surtout maîtriser le copil. Les différentes étapes du projet, ça c'est plutôt aussi transversal, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah voilà, il se passe ça, ou lui il est plutôt spécialisé là-dedans. Donc il y a l'étude préalable, la conception, le développement, le déploiement et la maintenance. Vous oubliez en général souvent la maintenance. Hein, vous passez souvent de, bah, il y a une demande, on fait, on installe. C'est un peu plus compliqué que ça. Je vous rappelle également que dans l'étude préalable, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est le cahier des charges. Le cahier des charges, c'est un contrat hein, passé entre, on va dire, la DSI et les utilisateurs, et c'est ça qui fait foi. Voilà, c'est le document de base. Maîtriser les différents risques du projet. Hein, on a fait des graphes là-dessus. Technicité, quelle est la genèse de l'équipe informatique? Est-ce qu'il y a un turnover important? Est-ce que l'équipe informatique maîtrise la technologie? Si, voilà, si vous avez une équipe qui ne maîtrise rien, même si c'est un petit projet, bah, ça va être hyper compliqué. Euh, voilà, donc ça vous fait un diagramme de risque, et puis comme ça, vous voyez si c'est un risque, si c'est un projet qui risque d'être compliqué à gérer, à suivre ou pas. Dans la gestion de projet, on a aussi évidemment le SLA, hein, avec la définition des niveaux de service. Donc c'est la DSI en fait qui joue le rôle de prestataire au- au- dans l'entreprise.
Et donc, c'est elle qui va proposer, en fait, qui va faire généralement un catalogue de services, c'est-à-dire tout ce qu'elle est capable de vous offrir, de la simple maintenance, de la simple dépannage d'une imprimante jusqu'au développement d'une nouvelle application. Point qui est, à mon sens, fondamental. Alors, fondamental au sens où il tombe pratiquement chaque année. Alors, de façon directe ou indirecte, hein, c'est-à-dire caché ou pas. On vous dit souvent, bah voilà, on fait un projet, donc on peut vous expliquer typiquement, voilà, en quoi ce projet s'inscrit dans la gouvernance, en quoi la DSI va être capable ou pas de le faire, quel est le risque du projet, machin, machin. Et à un moment, on vous dit, et à votre avis, quel est quels sont les problèmes qu'on peut, que le projet peut engendrer ou peut rencontrer. La conduite du changement en informatique, c'est une problématique majeure, mais vraiment majeure. Là, ce que j'avais dit dans mes vidéos, vous n'imaginez pas le poids de l'humain, c'est un poids que vous oubliez généralement, hein, le poids de l'humain dans un projet informatique. Si l'homme ne veut pas, le meilleur projet du monde ne fonctionnera pas. N'oubliez jamais cette dimension RH quand on vous pose une question. Hein, quand on vous dit, par exemple, avantage, inconvénient, j'y reviens. Bah, soit vous avez appris votre cours par cœur et tant mieux, bah, soit vous avez du mal à vous souvenir. Et dans ces cas-là, réfléchissez sur 5 axes, bah, sur 4 axes, pardon. L'axe financier, en tant que comptable ou futur expert comptable, c'est à peu près celui auquel vous pensez immédiatement. Ensuite, vous avez l'aspect technique. Ça aussi, vous êtes dans un cours d'informatique, vous y pensez. Hein, l'argent, la technique, la finance, la technique, comment on va le budgéter, qu'est-ce que ça va rapporter, etc. Ça, vous y pensez bien, il n'y a pas de problème. L'aspect organisationnel, est-ce que ça va avoir un impact sur les services, sur l'organisation des services ou pas? Et enfin, l'aspect RH. Qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a éventuellement des licenciements? Est-ce qu'il va y avoir des embauches? Est-ce qu'il va y avoir un gros bouleversement des habitudes? On peut même des fois aller jusqu'au changement de culture dans l'entreprise. C'est énorme, hein. Voilà, la conduite du changement, c'est quelque chose de fondamental. Euh, hein, je vous ai passé un mot, une image, hein, mais qui est vraiment parlante. C'est-à-dire qu'il y a un auditeur comme ça qui demande à son auditoire qui veut du changement. Tout l'auditoire lève la main. Et après, il pose la question qui veut changer? Et là, personne ne lève la main. Donc, c'est exactement ça. Euh, Imaginez par exemple vous si ce soir mon live était différent des autres. Il y aurait eu un temps d'adaptation avec une réflexion. Là, vous êtes 90 connectés, je suis pratiquement sûr qu'il y en aurait eu plus de la moitié qui pensaient à ce moment-là, mais pourquoi ils changent? Ça allait très bien comme ça. D'accord? Sur un live d'une heure, c'est pas très grave. Imaginez quelqu'un qui utilise le même outil depuis 30 ans, ouais, 20 ans, on va dire 20 ans, hein, un vieil outil, mais qui fonctionne très très bien. Et vous lui dites, bah non, maintenant, c'est tout en interface web dans le cloud, on va t'expliquer, tu vas voir, ça va être génial. Bah, si vous le présentez comme ça, puis vous dites, ah, au fait, on est vendredi, c'est à partir de lundi, bon, votre projet, il est mort, c'est évident. D'accord? Euh, il va falloir préparer l'humain. Une fois qu'il est préparé, bah, essayez de voir en fait sa réaction, le préparer, l'accompagner, une fois que vous aurez mis en place le changement, et l'accompagner souvent longtemps. Tant qu'il vous dit pas, ah non, mais c'est bien, j'ai compris, c'est vraiment bien. Voilà, tant que vous n'avez pas ce retour-là, c'est compliqué, très compliqué. Mais pensez-y à la RH, hein. C'est vraiment, c'est, c'est pas la finance en fait le vrai problème de l'informatique, hein, c'est la RH, hein. La technique, la technologie, tout ça, on sait faire. On sait faire, on a les moyens de les faire, on peut trouver quelqu'un qui sait faire. Gérer l'humain, c'est beaucoup plus compliqué. Un petit peu dans le même esprit, le rôle de la hiérarchie, hein, dans la gestion de projet. Je le dis et je le redis, tout projet doit être porté par la hiérarchie, à minima par la DSI, à minima. Mais si, par exemple, vous avez un directeur financier qui est contre le projet, un directeur RH qui est contre le projet, un DSI qui n'est pas forcément chaud, mais c'est quelqu'un qui dit, mais le projet a quand même lieu, il va être très compliqué, votre projet. C'est clair, hein. Il va être très très compliqué à gérer. Parce qu'en fait, les gens ne vont pas forcément se sentir poussés, motivés. Il n'y aura pas d'effort de fait, de spécial, etc. Ça va être compliqué. Conduite du changement, je vous rappelle, hein,
il y a le changement, mais il y a tout l'aspect formation avec la problématique qu'on avait vue aussi, hein, la formation, à quel moment on l'a fait. Est-ce qu'on l'a fait trop tôt, c'est nul, trop tard, ça ne sert plus à rien, il faut la faire juste avant ou juste après. L'idéal, c'est les deux, en fait. Un peu avant, que les gens puissent prendre en main l'outil, mais pas entièrement, et après, une fois que l'outil est pris en main. Voilà. Voilà, mais là-dedans, vraiment, ce qui est hyper important pour moi, c'est vraiment la conduite du changement. Partie un peu plus simple, tout ce qui est PJ, ERP, ça, c'est pas très compliqué. C'est des choses que vous maîtrisez parce qu'en tant qu'alternant ou salarié, vous en avez à peu près tous un, je pense, dans vos cabinets ou entreprises. Vous avez donc à connaître les principes de l'ERP. Donc, le grand principe, hein, je vous rappelle, c'est une base de données centrale avec plein de modules qui viennent de se greffer dessus. Quels sont les avantages et les inconvénients? Euh, c'est pareil, là, ce n'est pas des questions directes qui sont posées, mais ça peut être, voilà, on hésite entre deux solutions. Euh, quel est, à votre avis, dans le contexte, euh, les avantages de telle solution, ses inconvénients par rapport à l'autre? Alors, très souvent, dans ce genre de questions, quand vous avez à comparer deux solutions et on vous dit avantage, inconvénient, hein, je vous rappelle le Bob, si vous bah, j'espère qu'il y a une semaine de l'examen, vous vous en souvenez à peu près. Hein, le Bob, par rapport à l'ERP, c'est un gros module, bah, c'est un gros outil avec plein de modules et puis plein de choses. Euh, en gros, une seule interface, une seule base, tout est fait de la même façon. Par contre, le Bob, hein, c'est le meilleur de chaque monde, donc ça veut dire que vous avez plein de logiciels différents. Et donc, tous les Bobs, si vous voulez, seront toujours meilleurs. Bah, les Bobs sont forcément meilleurs que les modules d'un ERP, indépendamment les uns des autres. Euh, Par contre, le, le, les avantages de l'ERP sont les inconvénients du Bob et les inconvénients de l'ERP sont les avantages de l'autre. Voilà, donc quand vous dites avantages, inconvénients, quand vous répondez à une question, vous répondez pratiquement à l'autre, quoi. D'accord? Quand vous faites les avantages de l'un, vous êtes pratiquement en train d'écrire les inconvénients de l'autre. Moi, je vous rappelle que l'ERP, c'est génial. Par contre, ça coûte énorme. Financièrement, c'est un véritable investissement. Et après, vous êtes pieds et mains liés à votre fournisseur. Alors qu'avec une multiplication de Bob, ça coûte peut-être moins cher. Vous n'êtes pas pieds et mains liés. Par contre, vous perdez beaucoup de temps en interfaçage. Il y a des doublons de tous les côtés. Donc, en qualité de l'information, c'est moins bien, etc. D'accord, je ne vais pas refaire le cours, mais c'est vraiment ça. Et là, troisième point sur le RP, ben, on va retomber sur le projet. Hein, le même projet que ça, que la gestion de projet qu'on a vu juste avant, avec les composantes d'un projet, les étapes, etc. Vous allez avoir exactement la même chose en fait dans un ERP. C'est-à-dire une équipe à gérer, etc. Dans les ERP, plus précisément, je vous rappelle le rôle fondamental des key users, c'est-à-dire des utilisateurs clés qui ont, eux, une formation spécifique, une formation qui sera plus poussée que les collaborateurs. Et à partir de là, c'est des gens sur lesquels il faut vous appuyer énormément. Voilà, c'est des choses qu'il ne faut surtout pas oublier, en fait, hein, les key users. Voilà, mais le projet ERP, c'est ni plus ni moins qu'une application du thème 2. D'accord? C'est un cas particulier du thème 2 avec un logiciel particulier, une application différente, etc. Mais c'est la même chose, la même problématique. Et la conduite du changement sur un projet ERP est encore plus importante que sur un projet informatique standard, on va dire. Bon, l'ERP, c'est pas très compliqué en général, c'est des points qui sont faciles à prendre. Bah, l'ERP, c'est du PGI, hein. Le PGI, si vous voulez. Oui, c'est ça. Oui, les key users. Oui, je suis d'accord, pardon. Oui. Oui, oui. C'est une sorte d'ambassadeur, si vous voulez. Mais ça peut être perçu aussi un peu différemment. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des centres de connaissances avec vos key users. Ça aussi, c'est un point important dans les ERP quand vous le déployez. C'est important qu'il y ait donc, les key users qui sont mieux formés que les autres, vers lesquels les gens peuvent se tourner, qui vont effectivement, comme vous le dites, être des ambassadeurs. C'est une bonne image. Et vous pouvez aussi avoir des centres de connaissances, c'est en gros un centre d'appel, une hotline, mais interne, dédiée à l'ERP. Vous pouvez très bien dire à ces key users que voilà, ils s'engagent à répondre aux questions téléphoniques, par exemple, ou alors vous pouvez carrément avoir un petit centre, une petite cellule qui va gérer l'ERP, qui va répondre aux questions des gens.
C'est-à-dire les gens vont décrocher leur téléphone, il y a un numéro dans l'usine, dans l'entreprise, et les gens vont pouvoir avoir comme ça leur réponse. Donc là, c'est pas vraiment là, on est plus sur la notion de hotline, on est plus sur la réponse, sur la notion de hotline que sur la notion d'ambassadeur, mais la notion d'ambassadeur, j'aime bien. Gestion de la performance, partie facile aussi, où il est difficile de faire un vrai cours, un cours exhaustif à cause du deuxième point sur les indicateurs. Donc, je vais vous expliquer ça. Gestion de la performance, donc c'est là alors, où on peut voir et revoir les problèmes d'externalisation. On peut les voir là, on peut les voir dans la gestion de projet, on peut voir l'externalisation dans la gouvernance aussi. Voilà, c'est quelque chose d'hyper transversal, hein, l'externalisation. Euh, L'avantage, c'est que vous avez un expert, des experts évidemment. L'inconvénient, c'est que vous avez une grosse dépendance par rapport à ces experts. Bon, je résume, hein, évidemment, je ne refais pas le cours, mais c'est vraiment ça, en gros, alors, la phrase type, c'est vous déléguez la gestion, une gestion complexe à des experts pour vous recentrer sur votre cœur de métier. Ça, voilà, c'est les trucs qu'on voit dans les corrigés, mais c'est ça, évidemment. Bon, l'inconvénient, c'est que si vous travaillez avec un mauvais prestataire, ça va être catastrophique pour vous, pour votre image, pour votre activité. On vous pose souvent, parfois, ouais, souvent, une question sur les indicateurs. La question étant, proposer des indicateurs. Donc, c'est ce que j'ai écrit là, il faut savoir en proposer. Alors, je vous rappelle que les indicateurs, ça peut être simplement un nombre. Hein, si on prend un problème purement technique, un nombre de pannes. Là, par exemple, un nombre de suiveurs, on va être 94. Si Fishbane m'avait dit au-delà de 50, c'est bien, l'indicateur 96, je suis super bien. Hein, je suis à peu près à 100% de l'objectif. Si Fishbane me dit c'est 200, là, c'est une cata. Parce que là, je suis à 100%, mais en dessous. Voilà, donc là, c'est très mauvais. Donc, vous voyez, ça peut être juste un chiffre comme ça. La plupart du temps, c'est plutôt un taux, parce que le chiffre en lui-même, il faut se méfier. Euh, c'est plutôt un taux, donc un ratio. À vous d'imaginer à chaque fois ce que ça peut être en fonction de ce qu'on vous demande de mesurer. Donc là, c'est typiquement là où il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Alors, si, il y a des mauvaises réponses. Si on vous demande de gérer un taux de panne et que vous dites c'est le nombre d'utilisateurs sur le nombre d'applicatifs, il n'y a aucun rapport, on est bien d'accord. Mais là, vous pouvez proposer énormément de choses. D'accord? Maintenant, on vous dit, voilà, proposer trois indicateurs, deux indicateurs qui mettent en valeur ou qui permettent de suivre, machin. En général, vous lisez le texte, vous lisez votre base documentaire, c'est jamais ça, c'est pas compliqué. Mais c'est le genre de choses qu'il faut faire. Hein. Faut pas dire, les indicateurs, non, je savais pas, j'avais pas d'idée. Tout le monde a des idées sur les indicateurs. Si c'est un problème de machine ou de panne ou d'incident ou de qualité, vous pouvez, même si vous êtes un peu en panne d'imagination, vous pouvez avoir des questionnaires qualité. Hein. C'est les pires. Avoir des questionnaires du style qu'est-ce que vous pensez d'eux? Est-ce que vous êtes satisfait d'eux? Bon, ça, c'est compliqué à gérer parce que si je vous dis est-ce que vous êtes satisfait de la vidéo? Si une demi-heure avant, vous venez de vous faire emboutir votre voiture, je ne suis pas sûr de la réponse, d'accord? Voilà, tout le monde est humain, donc quand on vous pose une question comme ça, est-ce que vous êtes satisfait d'eux? Il y a tout un contexte et c'est compliqué à valider. Par contre, des ratios, c'est purement objectif, c'est factuel et ça, c'est bien. Généralement, les indicateurs, on les met dans les tableaux de bord. Hein, les tableaux de bord prospectifs, notamment, c'est les nouveaux tableaux de bord. Ça, voilà, c'est un outil à connaître. J'ai jamais vu d'anal où on vous demande d'en construire un. On vous dit éventuellement qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans votre tableau de bord, mais c'est des indicateurs au final. Euh, Savoir qu'en fait, les tableaux de bord sont différents selon les gens qui les utilisent. Ils sont différents selon les objectifs du tableau de bord. C'est aussi hein, par rapport à la strate fonctionnelle sur laquelle vous êtes. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça, c'est pas super compliqué non plus. C'est des points qui sont assez faciles à prendre. Ça. Dernier point, et puis après, je vous laisserai poser vos questions. Architecture audit. Alors, j'ai tout mis ensemble parce que l'audit, c'est une partie assez courte. Euh, Au niveau architecture, donc cette année, il y a eu
une partie de dossier sur l'architecture, mais qui n'était pas compliqué. Euh, Ce qu'il faut connaître, c'est la notion de serveur et les rôles des serveurs. Alors, on ne vous demande pas comment fonctionne un serveur, hein, attention, on vous demande simplement à quoi ils servent. Donc, les gros serveurs que vous devez connaître, hein, c'est les serveurs de base de données, les serveurs web, et puis à la limite les serveurs d'authentification pour la sécurité. Voilà, c'est à peu près les trois gros serveurs sur lesquels il est strictement interdit de faire l'impasse. Après, les autres, il y en a d'autres, hein, serveurs de messagerie, serveurs de fichiers. Euh, Après, on a les serveurs hyper techniques, comme le serveur DHCP, si vous voulez. Mais voilà, ça, c'est des choses à savoir. Mais voilà, vous, le serveur DHCP, ça peut être utile. C'est utile dans un réseau. Euh, voilà, il faut savoir en gros à quoi ça sert, mais on ne vous posera pas la question à quoi sert le serveur DHCP, si vous voulez, d'accord? Par contre, on peut vous dire quel serveur peut vous préconiser et pourquoi. Vous voyez, on change un peu la question, en fait. Notion de virtualisation, avantages, inconvénients. Donc là, ça, c'est hyper technique, hein. C'est pratiquement le point le plus technique de tout ce programme. Euh, je vous rappelle, hein, la virtualisation, c'est simplement un OS, un système d'exploitation hébergé par un autre système d'exploitation, en fait. Vous ouvrez une fenêtre dans laquelle il y a un autre serveur. Voilà, c'est l'utilité. Donc, il y a un gain de place, gain de maintenance, euh, gain de coût, etc. Le problème, c'est que si la machine qui héberge vos images virtuelles s'arrête, d'un seul coup, toutes vos images virtuelles vont s'arrêter aussi. Voilà. Vous mettez un peu tous les œufs dans le même panier, si vous voulez, ce qui est un peu dangereux. Connaître l'enjeu des entrepôts de données et le big data, ça, c'est une problématique actuelle. Il n'est pas facile, par contre, d'avoir des exemples de sociétés qui ont vraiment besoin de big data, mis à part dans tout ce qui est commercial, grande distribution, etc. D'accord? Ou après, bon, là, on peut en trouver d'autres, hein, mais c'est les deux exemples qui me viennent comme ça spontanément à l'esprit. Sachez, essayez de connaître, hein, ce que c'est, les enjeux du big data. Je vous rappelle, hein, tout à l'heure, je vous ai dit que la RH, c'était le point essentiel. L'autre point essentiel de 2023, 2024 et 2030 et suivant, ce sera l'information. Celui qui détient l'information, celui qui détient la bonne information, surtout, c'est c'est le maître du monde. D'accord? C'est L'information maintenant vaut plus cher que les actifs physiques de la société. D'où toutes les attaques et les piratages que vous avez, hein. Le cloud, bon, ça évidemment, ça vous l'avez vu dans plusieurs modules, ça c'est évidemment indispensable. On va reparler ici de l'urbanisation et du SOA qu'on avait vu dans la gouvernance, mais d'une façon peut-être un peu plus technique à ce niveau-là. Vous expliquer un peu mieux comment sont gérés les modules, hein, les différentes boîtes du SOA. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre un peu partout. Là, on peut pratiquement le mettre un peu partout. Pareil, hein, le SOA dans la gestion de projet, c'est important. Avec même si normalement le SOA doit être transparent dans l'idéal. Le thème s'appelle architecture et sécurité, donc gros morceau sur la sécurisation de l'information. Je vous ai dit un tout petit peu plus haut, un peu plus, il y a même pas une minute, hein, que oui, c'est ça, le SOA, c'est l'architecture orientée service, c'est exactement ça. SOA, c'est l'acronyme anglais en fait. Euh, le, la sécurisation, pareil, même problème que sur la gestion de projet. Euh, le point majeur de la sécurisation, c'est évidemment la technique, mais la technique, on sait faire. On peut vous mettre tous les serveurs d'authentification du monde, on peut vous mettre tous les firewalls, tous les proxys, toutes les DMZ, tout ce que vous imaginez, tous les antivirus, les anti-malware sur les machines, on peut tout vous mettre, tout vous mettre. Si l'humain n'est pas accompagné, n'est pas euh, formé et surtout n'est pas sensibilisé, toutes vos protections physiques, vos protections logicielles ne serviront quasiment à rien. S'il n'est pas sensibilisé au fait que quand on reçoit un mail d'un inconnu ou même de quelqu'un de quelqu'un ou d'un inconnu qui vous envoie une pièce jointe, on ne clique jamais sur la pièce jointe, hein, il dit oh, bon, je m'en fous, je vais regarder, ça a l'air marrant. S'il n'est pas sensibilisé à ça, votre protection, elle va obligatoirement à un moment ou à un autre laisser passer
quelque chose. La protection zéro n'existe pas. Ce que j'ai dit dans mes vidéos, hein, le problème de la sécurité informatique, c'est l'interface entre le clavier et le siège. Je vous laisse réfléchir, vous allez vite comprendre. Hein, je vous ai montré des vidéos, notamment sur M6 Monde, là, hein, qui se font hacker. Hein, vous pouvez avoir tous les pare-feux du monde. Hein. Si vous affichez derrière vous vos mots de passe, bah, c'est comme si vous aviez un système d'alarme, euh, mais que vous le désactivez et puis que vous laissez vos fenêtres ouvertes. Hein. C'est exactement la même chose. Donc voilà, vous pouvez avoir c'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien. Donc, dans la sécurisation, n'oubliez jamais l'aspect humain et l'aspect sensibilisation. Enfin, dernier thème, donc c'est un thème hyper court sur l'audit. Il vient surtout se télescoper avec l'audit comptable que vous connaissez. Donc, toute la partie audit, vous en avez déjà entendu parler. Autant on n'en parle pratiquement pas en DCG, mais par contre, on en parle quand même pas mal en DSCG dans les autres matières. Donc, l'audit, vous savez ce que c'est, à quoi ça sert, comment c'est fait. Voilà, là, il faut simplement en fait faire un focus sur l'audit du système d'information. Voilà, qui les font? Bah, souvent, c'est des ESN. Pourquoi c'est fait? Et puis surtout, ce qui est important dans l'audit, c'est pas tellement comment c'est fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait du résultat de l'audit. Euh, il y a quelque chose où on va rejoindre la partie sécurité, hein, parce que dans la partie sécurité, là, je viens de m'apercevoir que j'ai quand même oublié un point qui est un petit peu important, c'est le RGPD, mais j'en ai parlé, c'est tellement important, oui, j'ai réussi à l'oublier, ce qui est assez drôle. Voilà, donc vous avez aussi le RGPD, et euh, dans l'audit, vous avez évidemment euh, le DPO qui va devoir auditer tout le SI pour être capable de faire son travail de DPO et de lister toutes les procédures. D'accord? Euh, Ça, c'est voilà, c'est l'audit, vous savez ce que c'est? L'audit du SI, c'est juste un cas particulier, un focus sur une méthodologie un peu particulière. Il y a des audits qui sont informatisés, d'accord, qui sont automatisés. Donc ça, c'est super. Donc c'est des robots qui travaillent et puis qui vont aller chercher de l'info, qui vont faire des requêtes, etc. Euh, mais c'est souvent ça. Euh, mais l'audit type du SI, c'est l'audit RGPD. Donc, soit pour la mise en place du RGPD, soit si vous avez un contrôle du RGPD. D'accord? Voilà. Donc, je le répète, hein, dans mon diaporama, là, il me manque le RGPD. OK? Je peux. Bon, non, je ne vais pas le remettre, ça, parce que ça va arrêter le truc, ce qui serait un peu dommage. Mais voilà, bon, de toute façon, si vous regardez le live, hein, vous aurez le son. Donc, mea culpa, j'ai oublié le RGPD. Vous aurez forcément une question sur le RGPD. Ça, c'est évident. Euh, Vous aurez forcément une question sur le RGPD. Alors, je vais juste quand même, si que ça me gêne un tout petit peu, je fais ça 30 secondes et je reviens. Voilà. Et là, je vais repartager l'écran. Voilà, normalement, voilà, j'ai rajouté mon RGPD, que ça me chagrinait un peu. Voilà, voilà, le RGPD et l'audit en général, c'est lié au RGPD. Le RGPD, vous aurez forcément une question. Donc, soit sur le DPO, soit sur les enjeux du RGPD, soit sur la manière dont le RGPD va être mis en place. Le RGPD, c'est un projet à part entière. Hein. Là, par contre, les gens sont moins impactés euh, directement, bon, voilà, sauf si après vous mettez des procédures pour le respect du RGPD. Mais ça passe relativement bien. Les gens râlent en général parce que c'est lourd. D'accord, vous allez les embêter, vous allez faire pas mal de choses, mais ce n'est pas un projet qui est contraignant pour l'utilisateur lambda pour vos différents utilisateurs. Voilà tout ce que je voulais vous raconter sur le 50. C'est bien, il nous reste un tout petit peu de temps il nous reste un petit peu de temps maintenant donc, pour vos éventuelles questions. Si je n'ai pas répondu aux questions durant le live.
vous êtes 98, il y en a bien quand même quelques-uns qui ont des questions. Ou alors c'est que mon cours. Ah oui, les pronostics. Alors, les pronostics, à mon sens, euh, le RP, ça fait longtemps que c'est pas tombé. Voilà. Euh, vous ne devez pas vous passer, vous ne devez pas faire d'impasse sur l'alignement stratégique et la gouvernance. Chaque année, il y en a un des deux qui tombe, si vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. C'est fondamental. C'est vraiment des trucs, ça, c'est... alors, c'est soit on vous demande comment la DSI va s'aligner, soit en quoi le nouveau projet s'inscrit dans la stratégie, euh, ou alors comment on pourrait s'aligner. Mais voilà, c'est forcément, il y a toujours une question pratiquement en rapport avec l'alignement stratégique. Donc ça, c'est important. Le RP, et la gestion de projet, et notamment sur l'accompagnement, il n'y avait pas de question là-dessus de mémoire très précise. Hein, vous parlez l'an passé de la facture, des choses dématérialisées, etc. Donc une partie un peu plus archi. Voilà, personnellement, moi, je ne ferai pas l'impasse là-dessus. Pour moi, ça va être ça, si vous voulez, hein. Une partie liée à un projet, toutes les problématiques de la mise en place du projet. Une partie peut-être sur la partie technique du projet. Donc avec peut-être avec soit le SOA, soit le dispatch entre. C'est un peu comme ça a été fait l'an passé. Voilà, on a plusieurs unités à travers le monde. Comment on fait? Voilà. Mais si vous regardez, il y a une telle imbrication des thèmes et puis des points entre eux il est difficile en fait de. C'est très dur en fait de trouver une impasse à peu près sécurisée. Euh, les indicateurs, c'est pas compliqué. Ça, à la limite, je peux vous dire de faire l'impasse. Alors, Ishikawa, donc c'est tombé une année, hein. C'est pas tombé. C'est- Gant perte MPM, c'est tombé, mais maintenant ça tombe plus. Le workflow, c'est pas vraiment un diagramme en tant que tel, hein, c'est un truc c'est plus une méthode. Donc voilà, alors, pour répondre à votre question, à mon sens, non. Il n'y a pas d'autre schéma diagramme à connaître. Vous avez des acquis d'autres diagrammes. Par exemple, si on vous dit faites-moi un SWOT là-dessus, bah voilà, c'est quelque chose qui est acquis, si vous voulez. D'accord? A priori, je ne dis pas que vous allez l'avoir, ça, hein. Mais voilà, si on pioche dans une autre matière, bah, l'autre matière, vous la maîtrisez. Est-ce qu'il faut avoir des notions sur le blockchain? A priori, non. Euh, je vois pas comment ça pourrait être rattaché, si vous voulez. Vous pouvez vous le citer éventuellement dans les possibilités offertes. Euh, Mais je vois mal, étant donné que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, je vois mal, je suis en train d'imaginer en même temps que vous me posez la question là. J'imagine assez mal une question autour de ça, si vous voulez. Le mode de déploiement de la solution informatique, là, oui, bien sûr. Quand vous avez une solution cloud, voilà, c'est un des avantages du cloud, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déploiement, hein. Voilà, vous vous connectez en interface web et puis votre question, elle est posée, hein. Par contre, si votre question elle est autre que le cloud, après, si vous me dites, bah, voilà, on veut un serveur de déploiement d'applications, etc., non, c'est beaucoup trop technique. Euh, Après, si c'est le mode au sens le temps, comment on va le déployer dans le temps, oui, mais là, il y a pas de réponse universelle. Pour être logique, quoi, hein. Imaginez qu'il y ait trois sites. Bah, le truc qui va bien, c'est de dire, bah, il y a un site pilote, on va l'installer là-bas, on va faire les tests, et puis un mois après, on fait un bilan, et puis en fonction de ce bilan, bah, on fait le déploiement sur les autres sites. Mais c'est pas, voilà, c'est un mode de déploiement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais pour moi, ce serait ça. Ensuite, est-ce qu'il faut accorder de l'importance à la mégadonnée, au big data? Oui, mais sans y passer des heures. Parce que voilà, après, on peut vous dire, euh, la société, elle récolte énormément d'informations. Nommer cette masse d'informations et puis comment on peut l'employer. Ben voilà, donc ça, c'est le big data. Et puis, il faut des outils d'informatique décisionnelle pour pouvoir l'utiliser.
Mais voilà, alors si vous avez des chiffres à donner, c'est bien, mais moi je ne les connais pas si vous voulez les chiffres, hein. Je vous ai mis une diapo où il y avait tous les chiffres sur les mails envoyés par jour, il y avait quoi? Il y avait les connexions sur les différents réseaux sociaux, etc. Voilà, c'est plus pour faire, pour illustrer si vous voulez, hein. Mais il faut connaître surtout les enjeux du big data. Avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, celui qui a la bonne info, il sera toujours en tête. Mais le problème du big data, c'est qu'il y a tellement d'infos qu'il faut faire le tri. Il faut des outils hyper puissants. Et là, ChatGPT ne suffira pas, quoi. Pensez-vous qu'il faut, ça s'est fait, quel est le meilleur moyen de s'entraîner? Oui, euh, bah, c'est compliqué comme question, ça, surtout à une semaine. Faites les annales. Faites les annales sans le cours à côté de vous pour vous tester réellement sur ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Vous avez des corrigés sur le site de Fishben. Euh, Profitez-en. Alors, ce ne sont que des propositions de corriger, hein, évidemment. Mais voilà, pour moi, ce qui fait foi, de toute façon, dans tous les examens DCG, des SCG, c'est les annales. Regardez comment les annales sont faites, et, c'est bien. Thème ou terme d'actualité à connaître? Non, l'actualité, non. Bah, de toute façon, l'actualité, c'est le big data, hein. L'intelligence artificielle, par exemple, je vois pas trop quel sujet on peut vous donner autour de l'IA, surtout qu'il y en a énormément de l'IA, c'est quelque chose qui est tout neuf. Euh, à la limite, on peut vous poser une question, ce serait marrant, bah, marrant entre guillemets, hein. Entre une ESN et puis l'IA, qu'est-ce que vous choisissez? Mais l'IA n'est pas au programme, d'accord? C'est pas dans le référentiel. Euh, Vous pouvez le citer, hein, mais oui, oui, oui. Si vous avez des questions sur le big data, oui, il peut y avoir des notions sur le BI, ouais, bien sûr. Sur sur l'informatique décisionnelle, bien sûr. Mais pas plus que ça. Il vous faut des outils d'informatique décisionnelle. L'informatique décisionnelle étant la partie de l'informatique qui est capable bah, d'extraire de l'information sur du big data et puis de l'exploiter, de la mettre en forme, d'en faire des extractions pour répondre à des questions. Mais voilà, je vois pas, on n'ira pas au-delà, si vous voulez, hein. De toute façon, pour aller au-delà, après, on va rentrer dans des trucs très techniques sur la façon dont dont on va extraire les notions, hein, sur le big data, et puis quelles sont les sources du big data. D'où est-ce que vous tirez vos infos, par exemple? Voilà, donc ça peut être très très compliqué. Bah, c'est trop compliqué si vous voulez à votre niveau. Je vous ai dit, hein, prenez de la hauteur. La hauteur veut que vous avez une masse d'informations à votre disposition. Ça, vous inquiétez pas, de toute façon, si vous l'avez, ça sera dans le sujet. Voilà, on a des accès sur des bibliothèques d'images, des bibliothèques de données, etc. On a des applications qui nous permettent de récupérer tout ça. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bah là, oui, il faudra dire, bah, ça serait bien d'avoir des outils de BI euh, afin de les extraire. Et puis voilà ce qu'il faudrait en faire, quoi. Voilà ce qu'il faudrait extraire. Mais voilà, c'est ça les notions que moi, en fait, je pense suffisantes. Alors, le data lake, oui, oui, bah, on tourne toujours autour du même sujet, là, si vous regardez, hein. Data warehouse, ça, c'est un peu plus ancien. Le data lake, c'est des zones de données, oui, si vous voulez, ouais. Ça, moi, j'en ai pas parlé. C'est c'est plutôt important. Euh, je vais regarder, attendez, j'ai juste une chose pour finir. Juste un truc pour finir et après je vais vous lâcher. Euh, je vous rappelle que donc Fishben, donc le site ouvre son inscription pour l'année en cours. C'est important. Vous avez donc chaque UE qui est faite sous forme de vidéo. Vous avez des cours à dispo. À la fin, donc comme ça, vous avez des lives, hein. Euh, et on essaye de répondre comme ça au mieux à vos questions. Au niveau de l'architecture technique, quelles sont les questions qu'on peut avoir? Quel serveur vous allez utiliser? Voilà, d'accord? Voilà, quel serveur vous utilisez? Et puis voilà, dire je vais avoir un réseau par entreprise, par exemple.
ou un réseau par situation? C'est ça, en fait, qu'on pouvait poser. A priori, oh non, c'était ça. Euh, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que vous êtes prêts. Il me reste juste à vous souhaiter bon courage. Prenez le temps de répondre aux questions, pensez à tout ce que je vous ai raconté, soulignez, prenez le temps de structurer et faites toutes les questions. Voilà, je vous remercie et je vous dis bon courage.